cas, je remercie à nouveau Mohamed de me recevoir ce soir, puis de vous tous d'ailleurs, les participants, pour parler un peu d'arbitrage. Je ne connais pas du tout vos cursus. Est-ce que vous êtes tous que des joueurs ou s'il y a un peu de vrais arbitres? Mais bon, le premier point que je vais aborder aujourd'hui, la première formation, c'est une formation générale sur l'arbitrage. Donc, ce n'est pas quelque chose de très pointu. À l'issue de cette formation-là, si vous avez des questions particulières, on pourra peut-être revenir sur des formations plus précises, sur des points d'arbitrage plus précis. Aujourd'hui, comme on l'a vu avec Mohamed, c'est vraiment les premiers pas pour devenir arbitre. Donc, là-dessus, on va détailler sur déjà les bases du savoir-être, de ce qu'on doit, nous, en tant qu'arbitre, être responsable. On va voir quand même quelques points de règle, je vous rassure. Et puis à la fin aussi, c'est comment on se comporte vis-à-vis des joueurs et comment on doit se comporter sur un terrain. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou alors vous passez par le chat si vous préférez écrire. J'essayerai, moi, de me couper et puis de revenir sur les questions. On ne va pas rentrer dans des questions trop techniques. Je sais qu'en arbitrage, des fois, il y a des questions très pointues. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça vous va? Oui, c'est tout bon. Oui. Bon, alors je ne connais pas toutes vos attentes, mais on va essayer de faire au mieux. Et puis, si vous avez des questions, on revient dessus. Comme je vous dis, c'est vraiment générique. Alors, je commence. Donc, le rôle des arbitres. Nous, en tant qu'arbitres, on n'est pas là pour faire le spectacle. Nous, on fait partie d'une chaîne qui est là pour, en premier lieu, faire travailler les athlètes. C'est les athlètes qu'on doit mettre en avant, c'est les athlètes qui doivent travailler, c'est les athlètes qui doivent, au maximum, faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire jouer. Nous, on doit tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien, pour que le match se passe bien. Donc, on n'est pas là pour flaguer, pour empêcher de jouer. Bien au contraire, on est là pour aider le jeu et permettre à ces athlètes de performer. Donc, autour de ces athlètes, on va retrouver des entraîneurs, forcément, qui sont indispensables aussi. On va retrouver des dirigeants, parce que sans eux, il n'y aurait pas de match. Sans tous ces gens-là, toutes ces mains qui organisent les matchs, qui tracent les terrains, tout ça. Donc, ces gens-là, ils sont importants aussi. On va retrouver le staff médical. Donc, en effet, on ne peut pas arbitrer un match si on n'a pas des médecins, si on n'a pas une équipe médicale. On fait un sport quand même dangereux. Donc, notre priorité, nous, en tant qu'arbitre aussi, c'est de vérifier que les joueurs sont en sécurité. Donc, s'ils ne sont pas en sécurité, si derrière, on n'a pas de moyens de pouvoir les évacuer, de les protéger ou de leur donner les premiers secours. Donc ça, soyez très rigoureux sur ce point-là. Moi, je préfère un arbitre qui ne va pas être au top, mais par contre, qui ne va pas faire prendre de risques aux joueurs. On peut se tromper sur une règle d'arbitrage, on ne peut pas se tromper sur un défaut d'équipement, sur quelque chose de vital, parce que là, ça devient grave. Et puis, bien sûr, nous, on est cette pierre encore angulaire, les arbitres. Sans ces 4 personnes, l'athlète, il ne peut rien faire, il ne peut pas arbitrer. Il ne peut pas jouer, pardon. Donc, lui, les 4 sont indispensables pour faire travailler les athlètes. Et on est là pour que ça se passe bien. On retrouve en arbitrage, déjà, là, je vous fais un détail du plus simple, parce que, comme je vous disais, c'est une formation basique, un arbitrage à 5 arbitres. Donc, vraiment, le basique au niveau de l'arbitrage qu'on peut retrouver. On va retrouver donc notre arbitre principal, qui va se retrouver donc, du côté de l'équipe offensive. Je ne vous ai pas mis une flèche là, mais elle vient après. Le jeu part dans ce sens-là. On va retrouver notre juge de chaîne. En face de lui, nous aurons notre juge de ligne. Notre juge de mêlée, qui se retrouve, lui, du côté défensif, avec le juge de champ arrière, qui, lui, est en deçà du jeu, au plus loin du jeu dans la ligne défensive. Je vous ai mis un petit peu la synthèse des rôles, mais il y en a bien plus. C'est vraiment un exemple pour pas partir dans des détails. On pourrait après en mettre beaucoup plus. Mais l'arbitre principal, il est là pour la partie administrative. C'est lui qui va remplir les papiers, c'est lui qui va déclarer le match, qui va mettre le score sur la feuille de match. C'est la partie administrative, la partie du gestionnaire.
du match. Il anime la conférence d'avant-match. Donc, avant un match, en effet, c'est à lui de driver ses équipes. Hein. C'est un meneur, c'est un manager d'équipe. Il faut bien prendre ce mot-là, je vais l'utiliser plus souvent, mais on est une équipe quand on est arbitre. On travaille en équipe, on est là pour que le jeu se passe bien. Donc, du coup, on a besoin de tous. Et il n'y a pas un arbitre plus important que les autres. Par contre, si chacun fait son travail, si chacun est bien à son poste, là, on peut faire du bon travail et avoir un match correct. Donc, si tous les arbitres font bien leur travail, normalement, le match se passe bien. Et l'arbitre principal, il est juste là comme un petit peu le maître d'orchestre pour que ces arbitres se placent bien, pour qu'ils soient à l'aise aussi. Donc, il est là un petit peu dans le rôle de manager, quand je l'ai dit. Donc, il signale les fautes. C'est lui qui va donner les tenues, qui va se mettre en face de la tribune principale pour les indiquer. Le juge de mêlée, lui, il applique les fautes. Par contre, c'est lui qui va, une fois que l'arbitre principal a donné la faute, même pendant qu'il donne la faute, lui, il va appliquer la faute sur le terrain. C'est lui qui va compter en fait les pas. Il va placer la balle sur le terrain. Il gère aussi les temps morts. Notre juge de ligne et notre juge de chaîne, eux, ils gèrent les downs. Hein. Le juge de chaîne, lui, il a les downs derrière lui, les chaînes à gérer. Donc, il a un gros travail aussi. L'avance maximale, donc ça, c'est les deux qui vont le gérer. On pourra en parler plus tard de l'avance maximale et de la gestion de l'avance maximale. Et c'est les relais aussi pour informer la touche, parce qu'on a vu que ces joueurs-là sont vraiment dans le terrain. Donc, eux, ils ont très peu de moyens de communiquer avec les touches de manière, on va dire, courante. Donc, on va avoir un relais d'information qui va se passer entre ces joueurs-là, ces arbitres-là et les arbitres sur le côté pour donner les informations aux joueurs et surtout aux entraîneurs. C'est important de garder la relation en fait avec les entraîneurs. Hein, on n'est pas là pour arbitrer de notre côté. Eux, ils ont besoin d'informations. On leur explique. La plupart du temps, ils sont conciliants. Tout ce qu'ils veulent, c'est pas se retrouver bloqués à pas comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, il est important en fait de pouvoir relayer l'information. Par exemple, de la faute appliquée. Des fois, bon, ils ne voient pas bien le signe de l'arbitre principal ou le micro n'est pas assez important. Donc, il est important de relayer cette information-là quand vous êtes juge de chaîne ou juge de ligne. Ayez toujours d'ailleurs un contact avec un coach privilégié. Donc, avant le match, vous le voyez, vous lui dites, je suis juge de ligne de votre côté. Donc, comme ça lui permet, lui, d'être assuré. Il pourra communiquer avec les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Je me couperai. Hein. Et puis derrière, je prends le juge de champ arrière. Lui, il va gérer le temps et puis il va noter les fautes. À la fin, ça permet en fait d'avoir un bilan du match et lui, il va pouvoir nous sortir le bilan du match. Et puis, chose importante quand même, il gère toute la gestion du temps. Alors moi, j'ai une petite question avant de passer. Ok. Dans la partie arbitre principal, en fait, le troisième point, signale les fautes et tenue. Alors, la partie tenue, là, je n'ai pas bien compris, en fait. En fait, il gère le tenue, c'est-à-dire qu'on a 4 tenues pour faire 10 yards. On a 4 essais pour faire 10 yards. Donc, en fait, il va indiquer premier essai, deuxième essai, troisième essai, puis quatrième. Donc, en fait, c'est ça les tenues qu'il indique. Ah, c'est ça les tenues, d'accord. Mais en anglais, les tenues, ouais, les tenues, c'est la version française pour dire down. Ah, voilà, ça marche. Si tu veux. D'accord. Un tenue, voilà, on a 4 tenues pour faire 10 yards. Donc, en fait, il indique le nombre de downs dans lequel on se trouve. Et ça aide énormément les joueurs parce qu'ils savent qu'il ne leur reste plus qu'un tenue, 2 tenues, 3 tenues. OK. Et le mot face tribune. Ça répond à ta question? Oui, ça répond bien à ma question. Alors, donc, en fait, face tribune principale, pourquoi? Parce qu'on considère donc de ce côté-là qu'il y a l'équipe qui reçoit. Hein, elle se met toujours du côté de la tribune principale. Et donc, on ne voit pas un arbitre principal se tourner dans tous les sens. Quand vous le regardez à la télé, vous voyez bien, il choisit une face et puis il donne ses signes, il indique ses indications. Donc, il va toujours se tourner face à la tribune au côté principal. Alors, si vous n'avez pas de tribune, hein, tous les matchs n'ont pas une tribune, c'est du côté de l'équipe qui reçoit. D'accord. Voilà, c'est pour éviter qu'on voit un arbitre principal qui fasse la girouette et qui tourne dans tous les sens, ce qui ne serait pas très joli. Bon, là, d'après le croquis, on voit que l'arbitre principal il se trouve derrière la ligne offensive, là, donc derrière le
Oui, tout à fait. En fait, il est à peu près à 15 yards entre le ballon. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Si? Oui, je vois. Oui, c'est clair. Ouais. Donc là, il est à peu près à 15 yards entre ce point-là et ce point-là. Donc lui, il est derrière, derrière le quarterback. Il va avoir toutes les fautes qui vont se passer. Donc, lui, il est responsable de cette zone-là. En fait, on divise bien le terrain par zone de responsabilité. Chaque arbitre a sa zone de responsabilité et ça permet en fait de travailler en équipe. Si une faute se passe ici, il est évident que notre arbitre principal, il ne pourrait pas la voir. Donc, il a besoin d'avoir des arbitres dans des zones précises. On délimite des zones qui nous permettent d'arbitrer. Alors, suivant les jeux, ces zones-là peuvent évoluer. Bon, on pourra en reparler plus tard. Bien sûr, bien sûr. Mais là, le point est clair. Ça vous va? Oui, très bien. Le point est clair. Alors, c'est parfait. D'autres questions sur ça? Non, c'est bon pour moi. Alors, on va passer à la suite. Donc, voilà, j'ai mis après la flèche. Donc, c'est dans ce sens-là du jeu pour que vous voyez bien en fait qu'ici, on est côté attaque et ici, côté défense. Alors, le football américain, dans tous les pays en dehors des États-Unis et surtout en dehors de la NFL, elle répond aux règles de la NCA. Nous, on ne joue pas avec les règles de la NFL, il n'y a que la NFL qui joue avec. Nous, on a des règles précises, c'est les règles de la NCA qui dirigent tous nos matchs. Après, chaque pays est amené à modifier ses règles, mais à la marge. C'est-à-dire qu'elle va prendre certaines parties qu'elle va annuler, certaines d'autres qu'elle va rajouter, mais en fait, ce n'est pas la grosse partie du jeu. Le jeu, il est géré par la NCA. Toute la partie bible du fonctionnement du football américain en dehors de la NFL, c'est la NCA qui gère. Donc, cette NCA, en fait, elle a décrit différentes règles, différents types. Et là, je vous ai mis, par exemple, les grands chapitres qui définissent les règles de la NCA. Aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas s'attarder à toutes ces règles parce que sinon, ce n'est pas une formation d'une heure et quart que je vous fais, c'est de 2-3 jours et encore, on n'aura jamais fini. Parce que c'est autant c'est assez dur à lire, autant à comprendre, c'est encore plus fastidieux. Donc, on va parler des équipements des joueurs. Ce qui est obligatoire, ce qui est optionnel, ce qui est interdit. Ce qui est obligatoire. Obligatoire, ça serait bien, c'est d'avoir un casque, on va protéger notre tête. Et ce n'est pas une arme, ce casque-là, c'est vraiment un outil de protection. Je rappelle, une épaulière. Alors, on met bien avec un maillot, avec des numéros qu'on puisse bien identifier par rapport à la couleur. Ça arrive des fois qu'on se retrouve en tant qu'arbitre à avoir, par exemple, un maillot blanc avec des numéros blancs. Donc, vous imaginez bien qu'en tant qu'arbitre, on a besoin de connaître le numéro, on a besoin de voir le numéro du joueur. Si on ne voit pas le numéro du joueur par rapport au maillot, ça va être compliqué. Donc, il faut bien aussi qu'on puisse identifier les numéros. Un protège-dents et des protections de cuisses, de genoux et même de coccyx. Donc, ça, c'est la version obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas, si un joueur rentrait sur le terrain sans équipement-là, il ne serait pas dans la légalité. On est OK? Après, on a les optionnels. Donc ça, après, c'est les joueurs, s'ils veulent le porter, ils le portent. Les gants, c'est de l'optionnel. Le black pact, c'est de l'optionnel. Donc ça, c'est ce qu'on met dans le dos. C'est un optionnel. On peut le laisser jouer avec, mais ce n'est pas une obligation de l'avoir. Et puis, le plus important, c'est tout ce qui est interdit. Alors, ce qui est interdit, c'est tout ce qui est en métal, coque dure. Tout ce qui pourrait amener à blesser, en fait. On est encore dans l'histoire de la sécurité. Vous voyez, comme un arbitre, notre idée motrice, c'est de protéger nos joueurs. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de matière qui pourrait blesser un autre, tels que les crampons en métal complet. Et tout en métal, visser, en plus, c'est super dangereux sur n'importe quel terrain, d'ailleurs. Et puis, en dernier, je vous ai mis les vitres teintées. Alors, pourquoi, à votre avis, d'ailleurs, pourquoi on interdit les vitres teintées? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Parce que ça peut éblouir un joueur. Non. D'autres propositions? Non, mais je ne vois pas. Non? Vous ne voyez pas pourquoi? Ça peut présenter un risque lors des chocs? Non, parce que c'est vraiment la teintée. On autorise celle qui est complètement claire
Mais on interdit celle qui est teintée. Ouais, s'il perd les pommes, on ne voit pas. Ah, s'il tombe dans les pommes, ouais, c'est pas mal ça. S'il tombe dans les pommes, on ne voit pas. C'est ça. C'est-à-dire que si vous avez un joueur qui a un choc, une commotion cérébrale, c'est ça, exactement. Bonne réponse. C'est exactement ça. S'il a un malaise, en fait, il va avoir les yeux qui vont se révulser et vous allez pouvoir voir tout de suite qu'il a eu un choc. Hein, il est en état de KO, comme à la boxe. Donc, l'arbitre, en fait, c'est un peu le premier secouriste, même s'il n'a pas forcément le niveau, mais c'est le premier qui va être sur l'action. S'il voit le regard du joueur, qu'il est regard dans le vide ou qu'il est complètement KO, il va pouvoir faire appeler rapidement les secours. Hein. Si on ne voit pas son regard, on ne sait pas ce qui se passe derrière ce casque. Et c'est un risque, en fait. Donc, au-delà que ça fait cool, que ça fait classe, en NFL, on voit… Voilà, c'est vrai que c'est du style, hein. Je trouve ça joli aussi, hein. Mais ça a un aspect dangereux. Et ça, vous le verrez en NFL, mais vous ne le verrez pas en NCA, parce que c'est interdit, ce style de visière. C'est bon pour tout le monde, donc c'est encore une histoire de sécurité. Ce n'est pas pour embêter les joueurs, c'est pour se dire que nous, en tant qu'arbitre, on est un peu responsable de leur santé, et si on ne voit pas le regard du joueur, ben, on peut se poser des questions. Et il y a autre chose en bas que j'ai mis, c'est les grilles aussi. Alors, à votre avis aussi, pourquoi on interdit des grosses grilles? Elle est trop large. Pardon? Je n'ai pas entendu la réponse. Elle est trop large. Large, mais c'est des grilles officielles, hein. C'est des grilles que tu peux acheter dans le commerce, sur des sites. Voilà, il y a plein de grilles, en fait, avec plein de barres, là, hein, ici, qui vont jusque-là, qui vont très loin. Et tu peux les acheter. Mais tu n'as pas le droit de les mettre. Alors, pourquoi, à votre avis aussi? Pas d'idée? Question de sécurité, peut-être. Alors, c'est encore une… Ouais, alors, il y a les doigts, c'est vrai, aussi. Oui, souvent, des joueurs se sont plaints qu'ils avaient les doigts qui rentraient dans la grille. Alors, déjà, c'est qu'ils prouvaient qu'ils allaient mettre les doigts dans les grilles, ce qui est pas légal, déjà, d'une. Mais surtout, en fait, c'est encore une histoire pour protéger les joueurs, c'est que ça devient très lourd, en fait, parce que ça reste de l'acier, hein, ça reste du métal, et à la fin, ça travaille sur la nuque, sur la colonne vertébrale, et ça va venir créer des problèmes progressifs aux joueurs, surtout s'ils jouent longtemps avec ce type de grille. Donc, ça fait très agressif, mais c'est dangereux. Donc, vous voyez, hein, on le répète, mais je ne le répéterai jamais assez, c'est la sécurité de nos joueurs. Plus un joueur va jouer longtemps, mieux c'est pour nous en tant qu'arbitre. C'est notre premier devoir, c'est qu'un joueur il puisse jouer jusqu'à plus fin, quoi. C'est lui qui choisit quand il veut arrêter, mais ce n'est pas sa santé qui l'oblige à arrêter. C'est bon pour tous? Donc, quand vous pensez équipement obligatoire, pensez sécurité du joueur. Qu'est-ce qui est important pour sa sécurité? Qu'est-ce qui l'est moins? Donc, les gants, ce n'est pas super important pour la sécurité. Ça, oui, ça aide pour un bloc dans le dos, mais ce n'est pas capital, quoi. Normalement, les protections des épaulières viennent normalement assez basses pour protéger le joueur. Des questions sur les protections, ce qui est obligatoire, pas obligatoire? Non, le point est clair. Mais juste, en fait, les autres, est-ce que vous entendez bien, Frédéric? Parce que parfois, il drop, en fait, ça coupe. Ah, ça coupe? D'accord. Non, c'est bon de mon côté. C'est bon? Moi aussi, c'est bon, je vous entends parfaitement. C'est bon, vous m'entendez tous bien? N'hésitez pas à me dire, Fred, arrête 2 secondes, là, je n'ai pas compris. Hein. Oui, ça marche. Je parle vite aussi, je reconnais, donc… Donc, c'est bon, on peut continuer? Oui. Oui. OK. Alors, on va continuer. On va maintenant travailler sur notre terrain. Alors, c'est important aussi, parce qu'on a parlé des joueurs, mais on joue sur un terrain, évidemment. Donc, le terrain, il a quelques obligations. Donc, déjà, il nous faut quand même un minimum de traçage, comme vous le voyez, hein, pour pouvoir qu'on se repère sur le terrain. Mais ce qui nous est le plus important, nous, en tant que joueurs, en tant qu'arbitre, pardon, c'est les lignes aussi, pour délimiter le terrain, pour savoir quand est-ce que le joueur sort en touche. Donc, il faut bien penser que le football américain est défini par des lignes, comme celle-là, et par des plans. Donc, je vais vous faire voir 2 plans. Donc, ça, c'est les plans de end zone. Ces plans-là, en fait, ils ne se terminent pas en hauteur. Hein. C'est vraiment un plan. Pourquoi on utilise des plans? Parce que si je fais traverser la balle à ce plan,
bah, en fait, je marque le touchdown si je tiens la balle. On est d'accord. Donc là, ce n'est pas une ligne, c'est bien un plan, notre touchdown. Et là, par contre, c'est des lignes parce qu'il suffit que je marche sur une ligne pour être considéré comme à la sortie du terrain. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, non? C'est pas moi, ça. Si. Donc voilà. C'est bon pour vous, la différence entre les lignes et les plans? Oui. Pour marquer un touchdown, on n'est pas obligé de rentrer dans le touchdown, dans la zone de touchdown, dans la zone de end zone. On est juste obligé de faire franchir la balle, faire franchir le plan. La balle, elle doit franchir le plan. C'est tout. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Vas-y. Si un joueur qui vient de l'extérieur, par exemple, il fait, je vais dire du n'importe quoi, il fait un tracé, mais à un moment donné, il se trouve à l'extérieur où il a déjà marché sur la bande extérieure et il y a la passe qui est faite et au moment de la réception, il se retrouve in. Est-ce que c'est valide? Alors, ce que tu veux dire, voilà, c'est-à-dire il est sorti du terrain, il est re-rentré, il attrape la balle. C'est ce que tu veux dire? Oui, exactement. En fait, une fois qu'il est rentré il est sorti du terrain, il est considéré comme hors-jeu. Donc, il ne peut plus rentrer sur le terrain et attraper la balle. Il y aura forcément une faute. Il est considéré comme un joueur qui est sorti du jeu. OK. Merci. Alors, il faut différencier entre sortir du jeu volontairement et involontairement. Si je te pousse et que tu sors du jeu et que tu rentres et que tu joues, il n'y a pas faute. Parce que ce n'est pas ta volonté que tu es sorti. Par contre, si tu sors volontairement, tu as posé un pied sur cette zone-là et que tu re-rentres, là, il y aura faute. Il y a une différence entre volontaire et involontaire. Oui, bien sûr. Ça te convient comme réponse? Ça te va? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Donc, si un joueur est poussé, lui, il pourrait revenir. S'il n'est pas poussé et qu'il va, lui, même mettre un bout de pied, parce que cette ligne, il faut bien vous dire qu'en fait, elle est considérée comme à l'extérieur du terrain, la ligne qui délimite. Donc, il suffit de poser juste un bout de pied sur la ligne pour être considéré à l'extérieur du terrain. D'ailleurs, vous verrez en NFL ou en NCA, ils ont des grandes bandes blanches tout le long, là. Et on voit bien, en fait, le pied quand il touche la ligne blanche. OK? Donc, je continue. Ça, j'ai mis ces petits pointillés parce qu'en fait, on peut considérer qu'un joueur est dans la end zone et attrape une balle qui franchit ce plan. Donc, en fait, c'est des plans étendus pour se dire que même un joueur ici peut attraper une balle qui serait, elle, sortie du terrain. OK? Il y a un autre plan. Je n'ai pas bien compris le dernier plan. Alors, le dernier point. Le dernier plan ici, non, c'est-à-dire que ton joueur, il est dans la end zone. OK? Ouais. Il est dans la end zone. La balle, elle est envoyée dans ce plan-là. Mais il attrape la balle à l'extérieur du plan. Tu vois? Oui. Si je fais passer la balle dans ce plan-là, logiquement, la balle, elle est extérieure. On est d'accord. Là, il y a un plot. Hein. Il peut attraper la balle si le joueur, lui, il est à l'intérieur du plan. S'il est à l'intérieur de la end zone, il peut attraper la balle. S'il a les deux pieds dans la end zone. S'il a les deux pieds dans la end zone. OK? OK, ça marche. Il peut attraper la balle. Ça marche? Oui. C'est juste pour expliquer, parce que ça peut arriver en fait en match. Ouais. Un plan, il y en a encore un autre. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non. C'est bon? Alors, un plan, il y en a un autre qui est important, mais c'est un plan mobile. C'est-à-dire, c'est le plan, en fait, une fois qu'on a posé la balle, qu'on a mis la balle en jeu, on pose la balle, on a un plan imaginaire, bien sûr, qui se met au niveau de la pointe du ballon. Et ce plan-là, il nous est important pour vérifier que la ligne offensive ne franchit pas ce plan, ni la ligne défensive d'ailleurs. La ligne défensive peut le franchir, mais il faut qu'elle soit revenue au moment du snap. La ligne offensive, elle, à aucun moment, elle peut passer cette ligne tant que le snap n'est pas fait. Ça vous parle, ça? Ça vous parle ou pas? Moi, je crois que je vais redémarrer mon matériel là, parce que ça coupe. Ah, ça coupe? Tu parles de la ligne scrimmage, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. Là, tu vois exactement, ça, c'est la ligne de scrimmage. Et on a un plan, en fait, qui se situe au bout de la ligne de scrimmage, donc à la pointe du ballon. Et ce plan imaginaire nous sert à regarder, parce que là, ici, on va avoir un arbitre, notre juge de chaîne ou notre juge de ligne, qui va regarder que personne ne passe ce plan tant qu'il n'y a pas de snap. C'est pour éviter les faux départs, offside, que ça soit false start ou offside. Vous faites d'ailleurs la différence entre false start et offside? False start, c'est vous, quand la ligne offensive elle bouge. C'est bien ça? Oui. Avant Elle part vers l'avant, en fait, elle franchit ce plan. Voilà. Voilà. Le false start, c'est quand la ligne offensive va dépasser ce plan ou va bouger avant que le snap soit fait. Et l'offside, c'est la ligne défensive qui va franchir ce plan au moment du snap. Ouais. Donc, c'est pour ça que la ligne défensive, elle peut bouger, elle, tant qu'elle veut. Elle peut même rentrer dans ce plan-là, si ce n'est pas snappé, sans toucher le joueur, bien sûr, sans toucher le joueur offensif, parce que si elle touche un joueur offensif, là, tout de suite, on va arrêter le jeu. Mais si elle franchit, elle revient en arrière, elle peut, tant que la balle n'est pas snappée. Ça vous va? C'est bon pour moi. C'est bon pour vous. Nickel, n'hésitez pas. Alors, avant le snap, au niveau des formations offensives, on va demander quelques particularités aux arbitres. On va leur demander déjà de compter les joueurs. Il ne faut pas qu'on laisse partir un jeu s'ils sont plus de 11 joueurs. Ça serait dangereux. Et puis, ce n'est pas le but. S'ils sont moins de 11 joueurs, ils peuvent partir. Après, c'est juste, on va leur demander, on verra plus tard, des obligations au niveau de la ligne offensive, mais ils peuvent jouer à moins de 11 joueurs. Mais ils ne peuvent pas jouer à plus de 11 joueurs. Donc, les arbitres, en premier temps, surtout l'arbitre de chaîne et l'arbitre de ligne, en fait, ils vont regarder s'ils ont bien les 11 joueurs. Mais les autres arbitres aussi, ça les concerne. Chaque arbitre va avoir à compter une escouade différente. Et le but, c'est que tous les arbitres soient d'accord sur le fait qu'il y ait bien 11 joueurs. Là, le pouce vers le bas, ça veut dire qu'il y a moins de 11 joueurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est illégal. Ça veut juste dire j'ai moins de 11 joueurs. Et ce signe-là, en fait, c'est se taper sur la tête. C'est juste pour dire que je ne suis pas sûr, donc il faut recompter. Ça vous va pour ça? Oui. Donc ça, en fait, c'est le premier signe qu'on demande aux arbitres. C'est déjà de vérifier avant le match, avant le snap, que le nombre de joueurs est au moins qui n'est pas supérieur à 11 joueurs. Vous jouez tous, au Maroc, vous jouez tous à 11 ou vous jouez à moins? Ça dépend des matchs. Parfois, c'est 11, parfois, c'est à 9. D'accord, vous jouez des fois à 9. Ça dépend essentiellement de la disponibilité de l'équipement. Oui, on est un peu tous pareils, puis ça dépend le nombre de joueurs que tu as aussi, j'imagine. Exactement. Donc oui, voilà. Alors, à compléter, si vous jouez à 9, ce n'est pas plus de 9 joueurs sur le terrain. C'est exactement la même chose. Et puis, une autre petite particularité qu'on va demander aux arbitres, c'est de vérifier que le joueur est sur la ligne ou en dehors de la ligne. Donc là, c'est en dehors de la ligne et sur la ligne. Alors ça, je vais vous expliquer avec le petit schéma d'après. Voilà, on a une formation offensive classique. On a nos arbitres ici, juge de ligne, juge de chaîne, et eux, ils vont vérifier qu'on a bien nos 7 joueurs alignés, et nos 5 joueurs ici, non éligibles, donc qui portent le numéro de 50 à 79, qui sont nos hommes de ligne. Mais eux, ils vont regarder surtout, notre juge de chaîne et notre juge de ligne, les joueurs le plus proches d'eux. Et ils vont pouvoir déterminer si le joueur il est aligné ou pas aligné. Donc, Donc, ça va être le premier boulot en fait, qu'on va leur demander, c'est de nous donner l'information, donner l'information aux autres arbitres si le joueur le plus proche d'eux est aligné ou pas aligné. Alors, à votre avis, ça sert à quoi? Pour définir si c'est au jeu ou pas, non? Non, là, le jeu tel qu'il est là,
il est jouable. Par contre, imagine, moi, le 87, là, oh ben, j'ai du mal, le 87, je le mets ici. Qu'est-ce qui se passe si le 87, il vient s'aligner? Ma formation est toujours légale. Exactement. À votre avis, si le 87 il vient s'aligner ici, qu'est-ce qui se passe? Des idées ou pas? Aucune pour moi. Aucune idée? Alors, ce qu'il faut bien se souvenir dans une des règles, et c'est assez important, c'est qu'il n'y a que ceux qui sont en bout de ligne, ici, qui sont éligibles. Donc, si le 87 il vient s'aligner ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus éligible. Ben oui, voilà. En fait, il perd son éligibilité. Là, il est dans le backfield, il est éligible. Si je le mets ici, en ligne, ben, il vient inéligible. Donc, il ne peut plus attraper la balle. S'il veut revenir éligible, il faut que le 11, il redevienne en arrière. D'accord? Donc, le 87 va monter, le 11 va venir en arrière. Donc, notre arbitre, là, il va indiquer que le 11 vient de s'écarter. S'il reste le bras tendu et que notre 87 est en ligne, on sait pertinemment, nos arbitres savent que lui, il est inéligible. Vous voyez que c'est de la communication entre les arbitres. Le jeu est tellement rapide, complexe, qu'on a besoin de communiquer. Et sur un match, vous aurez besoin de communiquer entre les arbitres. Donc, il y a des arbitres qui sont équipés de micros, de radio, mais pas tout le temps. Et le mieux, c'est avec les signes, en fait. On arrive à se voir rapidement. Donc, voilà une formation qui, là, est légale. Si je mets là, ben, elle reste légale, mais notre 87, il ne peut plus attraper des balles. Ça vous paraît clair? Oui. Oui, c'est parfait. Hein? C'est parfait? Oh, ça serait bien. Parce que ça, je peux vous dire que sur beaucoup de matchs, c'est des choses… je ne sais pas si vous jouez depuis longtemps, mais on voit ces fautes-là à tous les niveaux. Hein. Il y a encore des joueurs qui ont du mal encore à comprendre qu'est-ce qui est éligible et qu'est-ce qui n'est pas éligible. Déjà, ces joueurs-là, là, de 50 à 79, qu'importe où ils se placent dans le jeu, ils sont inéligibles. Ils ne peuvent jamais attraper de balle. Alors, on va continuer. Hop, s'il veut bien. Alors, forcément, il va aller trop vite. Hop, si. Alors, on va parler de blocs. On va parler de blocs parce que ça, c'est des sujets importants pour les arbitres. Oui. Et définir ce que c'est qu'une zone de bloc. Parce qu'il y a plein de mots différents, même si je vous invite à lire les règles, hein, parce que c'est indispensable pour devenir arbitre, c'est de lire les règles. Et il y a des mots, des définitions, il faut bien identifier de quoi on parle. Donc, un bloc, voilà, ça se situe dans cette zone-là. OK ? Après, ça, c'est le bloc classique, le bloc. Après, tout ce qui est en dessous donc de la ceinture, cette zone-là est considérée comme un bloc sous la ceinture. Donc, au niveau des règles, vous verrez, il y a des fois, c'est légal, des fois, c'est illégal de faire un bloc sous la ceinture. Si vous jouez à 9, par exemple, à titre d'exemple, c'est tout le temps illégal de bloquer sous la ceinture. Si vous jouez à 11, des fois, ça peut être légal de faire un bloc sous la ceinture. On pourra en parler plus tard, si vous voulez. Ça, forcément, c'est un bloc dans le dos. Okay, c'est cette zone-là, le bloc dans le dos. Si je viens plus bas, je vais faire un fauchage. Et vous verrez dans les règles, c'est bien détaillé la différence entre ces zones-là. Et puis, de toute façon, toute cette zone en dessous le fauchage, c'est-à-dire les chevilles, c'est forcément interdit. Je ne viens pas bloquer dans les chevilles d'un joueur. On parle encore de sécurité. Le but, c'est que les joueurs, ils ne sont pas là pour se casser mutuellement. Hein, ils sont là pour jouer, empêcher que la balle progresse, ou faire progresser la balle, mais en aucun cas se tuer, quoi, ou se casser des chevilles. Donc, on interdit cette zone-là au niveau des blocs. Et puis, je vous ai mis une photo sur le côté aussi. Le bloc sur le côté, hein, ça définit bien ça. C'est bien cette zone-là. Hein, je viens faire un bloc sur le côté, ben, c'est cette zone-là. Si je viens mettre mes mains de l'autre côté, je ferai un bloc dans le dos. Et le bloc sur la ceinture, ben, que ça soit sur le côté ou devant, c'est exactement la même chose. Ça vous parle là au niveau des définitions? Oui, très bien. Hein, ça, c'est important parce que après, oui, si vous clair. vous reportez dans les règles, c'est des zones qu'on parle, mais il nous faut le visuel, quoi, hein. Moi, je suis un peu comme vous. Moi, j'étais joueur aussi avant. Hein, j'ai besoin de visualiser quelque chose pour pouvoir le comprendre.
Mais on va voir des exemples après. Alors, on va parler de bloc légal ou de bloc illégal. Ça, je pense que ça va vous parler. Je ne sais pas si vous êtes tous des hommes de ligne ou si vous êtes des receveurs. Vous êtes quoi en majorité? Vous faites quoi comme poste? Oh. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu Je de pense tout. qu'il y en a aussi de la ligne pas ici sur le groupe. Des lignes offensives, voilà. Alors là, ça va concerner beaucoup les joueurs de ligne offensif, même si on verra que une saisie, ça peut être fait n'importe où, mais ça va concerner les hommes offensifs, parce que qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on est attaquant? Tiens, une question pour ceux qui sont OL. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire quand j'ai un défenseur qui me fonce dessus? Est-ce que j'ai un OL dans un joueur de ligne offensive? Ils sont timides, les joueurs de ligne offensive? Non, j'y crois pas. Bon, alors, s'il n'y a pas un joueur de ligne offensive, il n'y en a pas peut-être. Il n'y en a pas. Bon, alors, est-ce qu'il y a un joueur qui se dit qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Qu'est-ce que l'attaque a le droit de faire sur la défense? On a le droit de pousser, de bloquer le defensive line. Ouais, de bloquer. Alors, c'est important, le mot, c'est-à-dire j'ai le droit de le bloquer, mais je n'ai pas le droit de le retenir. J'ai le droit de le saisir, mais je n'ai pas le droit de le retenir. Alors, je vais essayer de lancer une vidéo pour que vous voyez la nuance. J'espère que ça va bien passer et que ça ne va pas couper. Et ça va être peut-être plus parlant avec une vidéo. Alors, je suis désolé, ça va peut-être être un peu lent. Alors, vous inquiétez pas, je la remets. Est-ce que tout le monde voit déjà la vidéo? Oui, c'est bon. C'est bon, tout le monde voit la vidéo? Oui, parfait. Alors, vous allez bien regarder là, au centre quand on a le carré. Hein. Donc, c'est surtout ces deux joueurs-là qui nous intéressent. Donc, le centre et puis le nose guard. Donc, regardez bien. Voilà, là, il le bloque légalement. OK, il vient de le bloquer, il vient le pousser. Mais ce qu'il va faire après, et on va le revoir en grand, voilà, l'arbitre vient de donner un holding. Vous allez voir plus en détail. Là, il a loupé son bloc, en fait. Vous avez vu? Il loupe son bloc et il vient saisir le maillot du joueur et le retenir. Donc, la grosse différence, c'est qu'on a le droit de bloquer un joueur, mais on n'a pas le droit de le retenir. On a le droit de saisir un joueur qui se trouve en face de nous, mais une fois que son épaule nous a passé, en fait, on n'a plus le droit de le retenir par le maillot ou par la grille encore plus, mais par quelque chose de sa tenue. Est-ce que vous voyez la nuance entre bloquer et retenir? Oui, Ouais, oui, exact. oui. Si je suis un joueur de ligne offensive, tant que le joueur est face à moi, j'ai le droit de le saisir par le maillot. Je vais le driver à gauche, à droite, je vais essayer d'ouvrir un trou, mais une fois que ce joueur-là s'est dégagé de mon emprise et se retrouve sur le côté, là, je n'ai plus le droit de l'empêcher de passer. Là, je commets une faute. Là, il commet une faute. OK? Et c'est ça qui est sanctionné dans cette vidéo. Ça, c'est important pour vous, arbitre, parce que comme ça, vous voyez bien la différence entre je suis en face du joueur, je le maintiens, et je lui ai passé l'épaule et je ne le maintiens plus. Je vous repasse juste la vidéo pour vous montrer qu'à un moment là, il va se faire avoir par une technique en fait du joueur de défense qui va le passer. Et là, il se trouve perdu, ce joueur-là. Et donc, du coup, il n'a plus qu'une solution, et c'est la solution qu'il met en faute, c'est de retenir son joueur. C'est bon pour vous? Oui. C'est bon. Oui. Je vais vous mettre une autre vidéo. Si je peux. On va peut-être en mettre que deux, parce que ça bloque quand même.
Alors là, on va aller, c'est plus des joueurs de ligne, comme quoi la saisie aussi peut se trouver en jeu. Hein, vous êtes receveur. Et on va regarder un jeu. Je ne vais rien vous dire et après, vous me donnerez votre avis. Ça coupe, je sais pas. Oui, ouais, il y a des Vas-y. drops. Oui, c'est assez difficile de voir parce que ça coupe. Ah, ça coupe. On n'a Alors, pas une image, on n'a pas une image totale. On a une image la fluide, ouais, et puis moi j'ai l'image fluide, alors c'est ça qui est dommage. Mais alors je vais vous arrêter l'endroit qui est important en fait. Regardez, est-ce que vous voyez là à peu près l'image qui est fixe? Ouais, Ou puis pas? il l'attrape de. C'est un Ouais. bloc derrière, c'est un bloc Ouais, de dos. en fait, c'est une saisie. C'est un holding, parce qu'il vient Oui. le saisir en fait. Vous voyez l'attaquant, et c'est l'attaquant Oui. qui fait la faute. Hein. Il vient saisir le joueur, donc lui, il va pour plaquer le porteur de balle, mais en fait, c'est l'autre attaquant qui vient saisir le défenseur. Et là, il le met en faute. Hein, il y a une saisie offensive. Donc la saisie, elle peut être offensive comme défensive d'ailleurs. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui. On a le droit de bloquer un joueur, on n'a pas le droit de le retenir, voilà, par le maillot, par quoi que ce soit. Tant qu'il est en face de nous, on a le droit. Tant qu'il nous a passé, on n'a plus le droit. C'est bon pour tous? C'est tout bon. Parce que ça, en match, vous le voyez souvent. J'ai perdu. OK, bon, on va éviter l'autre vidéo si vous ne voyez pas trop de manière fluide. Je vais passer à autre chose. Alors, on va parler de passer la balle, parce que c'est quand même une partie importante, et surtout les gènes de passe. Parce que ça, c'est la grosse partie qui emmène à la polémique, à discuter, ouais, l'arbitre l'a vu, l'a pas vu, etc. On m'a empêché d'attraper la balle ou j'aurais dû attraper la balle. Et puis, voilà. Donc, plein de questions que vous allez vous poser en tant qu'arbitre. Et dites-vous bien que tout n'est pas forcément écrit dans la règle, et ça va être votre interprétation de l'action. C'est vous qui allez voir l'action, qui allez la juger. Si une passe avant, donc il y a des choses que vous serez obligé de juger par vous-même. Par exemple, qu'elle soit attrapable, la balle. C'est vous qui allez juger qu'elle est attrapable, la balle, ou pas par le joueur. Hein. Une balle qui passe à 3 mètres de haut par rapport à un joueur, je me dis, il n'a pas, même s'il est très bon, s'il a une très bonne détente, il y a peu de chances qu'il l'ait attrapée. Donc, elle n'est pas attrapable. Donc, du coup, ça ne peut pas être une faute de gêne de passe. Hein. Il y a des conditions, donc il faut qu'elle soit légale, il faut que la balle soit en l'air pour qu'il y ait gêne de passe, et il faut que la balle soit en direction du joueur. Donc, on ne peut pas avoir une gêne de passe si l'action se passe à l'opposé, en fait. Hein, si la balle elle est lancée à l'opposé du joueur, il n'y aura jamais gêne de passe. Donc, si ça remplit en fait toutes ces conditions-là, il peut avoir des gênes de passe. Ça, vous avez des questions là-dessus? Pas de questions, mais juste une petite précision. Gêne de passe, c'est bien passe interférence. Oui, c'est bien ça? C'est la passe interférence, oui. Alors, c'est vrai qu'on essaye de mettre des mots en français, mais si tu veux la version anglaise, ouais, c'est la passe interférence. Ouais. D'accord. Et donc, gêne de passe, passe interférence. En cas de gêne de passe sur un joueur qui n'est pas ciblé, c'est sifflé comme un holding. Ah, ça peut être sifflé comme un holding. S'il est tenu par le maillot, par exemple, ça peut être un holding, mais ça ne sera jamais une gêne de passe. Oui, voilà. C'est pas la même pénalité. Hein. Une gêne de passe, on est sur du 15 yards. Un holding, on est sur du 10. On est sur du 10 Donc, tu vois que c'est pas du tout la même pénalité. Alors, j'aimerais bien vous montrer une vidéo. Vous me direz si vous la voyez, mais on va essayer quand même sur que ça soit parlant au moins d'une gêne de passe. Alors, c'est de la NFL. Est-ce que vous l'avez vu?
Là, en miniature, ouais, ça. En miniature, c'est peut-être mieux. En miniature, oui. En miniature, on arrive à voir. Eh ben, on va rester sur la miniature. On va la laisser sur la miniature. Donc là, vous avez vu, l'arbitre, il a jugé qu'elle était attrapable. Bon, je vais arrêter. Donc, vous avez vu sur la précédente action, en fait, l'arbitre, il a jugé qu'elle était attrapable par le joueur et qu'il a été gêné dans sa réception. Donc, c'est pour ça qu'on met là une gêne de passe, donc une passe interférence. Mais il faut que toutes ces raisons-là soient retrouvées sur le jeu pour qu'on puisse vraiment juger de la gêne de passe. C'est bon pour vous? Oui, le point est clair. Le point est clair. Je vais essayer de la mettre en celle-là, si je pouvais la mettre en petit comme ça. C'est pour vous faire voir ça, une gêne de passe, mais offensive. Ce qu'on voit moins, en fait. Alors là, vous avez quasiment rien vu, à mon avis. Vous allez voir au ralenti. C'est saccadé. C'est saccadé aussi? Ouais. Ah, c'est dommage. Ça, le problème, c'est le réseau, quoi. C'est vraiment très saccadé? Pas mal, oui. Pas mal saccadé. Ah, bon. Alors, je vais peut-être revenir juste sur la scène qui m'intéresse. Ce que j'aurais voulu, c'est m'arrêter sur la scène qui était intéressante. Donc, on voit bien les arbitres qui communiquent, hein. Même si c'est saccadé, vous voyez bien, ils viennent tous se voir l'homme à la casquette blanche pour communiquer. Donc, moi, je vous invite tous à communiquer quand vous voyez quelque chose, à revenir, à vous recentrer et à communiquer. Alors, vous allez voir, si je vais mettre sur stop, en fait, celui qui commet la faute, c'est là, ici. Est-ce que vous voyez le joueur là bloquer le blanc? Oui. Vous voyez, même si c'est saccadé, j'ai mis sur pause. Ah ouais, on voit. Ouais. En fait, lui, il va empêcher, il va venir empêcher dans sa course, il va venir en fait empêcher le joueur d'avancer. Donc, c'est lui qui commet en fait une passe interférence. Mais là, une passe interférence offensive. Bon, vu que ça ne passe pas très bien, on essaiera de trouver une autre méthode la prochaine fois pour les vidéos avec Mohamed. Alors, je continue. Donc, pour vous, est-ce que vous avez des questions sur les passes? Sur les passes, après, les interférences? Une interférence, là, une passe, là, une gêne de passe, si c'est flagué, là, si ça se produit, c'est quoi le… Alors, la pénalité, ouais, bonne question. Alors, on a deux types de gêne de passe. Il faut déjà réfléchir en tant qu'arbitre. Est-ce que la gêne de passe est au-delà de 15 yards du point de départ ou en deçà de 15 yards? Si elle est au-delà de 15 yards, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, le point de faute, ça va être le point de départ de la prochaine action. Donc, ça va être une première tentative dans tous les cas. Donc, première tentative et 10 à l'endroit de la faute. Si la faute se situe avant 15 yards, on va revenir au point précédent et on va pénaliser de 15 yards. Et ça sera toujours une première. Vous voyez la différence entre plus de 15 yards et moins de 15 yards? Si j'ai moins de 15 yards, je reviens au point de départ de l'action, je pénalise de 15 yards et je recommence première tentative et 10 pour l'équipe d'attaque. Ou soit plus de 15 yards, et là, je vais faire au point de faute et je vais mettre première. Bien sûr, je ne vais pas pénaliser de 15 yards, puisqu'en fait, je suis à plus de 15 yards, donc je mets à l'endroit de la faute. Ça répond à ta question? Oui, exactement. Donc, moins de 15 yards, on revient au point principal, plus de 15 yards, au point précédent. Au point précédent, et si c'est plus, là où s'est produit la faute. En fait. C'est ça, c'est exactement ça. Hein. Le but du football américain, c'est de ne pas surpénaliser une faute, hein, c'est de la pénaliser justement et de ne pas permettre à des joueurs de gagner du terrain grâce à une faute. On n'est pas là pour leur faire gagner du terrain grâce à une faute. Il y a une faute, ils ont ce qu'ils méritent, mais ils ne vont pas avoir plus. Hein, le but encore, hein, c'est de revenir à cet athlète
qui fasse son maximum pour aller marquer le touchdown. Donc, voilà comment on traite une gêne de passe offensive. J'ai une question, si tu permets, Olivier, par rapport à la gêne de passe. Est-ce que, par exemple, sans toucher le joueur offensif, un joueur défensif pourra être déclaré comme il a fait, comme s'il a fait une gêne de passe, juste en couvrant la trajectoire de la balle, en empêchant le receveur de voir la balle, par exemple. Alors, c'est là tout le truc. J'ai vu quelques vidéos. Il y a par exemple des DB qui mettent, par exemple, la main à 10-20 cm du visage du receveur, comme ça lui empêche de voir la balle venir. Alors, tu vois, là, ça va être, toi, ton rôle d'arbitre de juger si, en effet, normalement, il faut qu'il y ait un contact. Pour qu'il y ait une gêne de passe, il faut qu'il y ait un contact. Ça va être à toi de juger si ce mouvement est vraiment antisportif. Exprès ou pas. Exprès ou pas. Ça peut être une main, un réflexe. Hein, tu vois le receveur lever les bras, tu lèves ta main pour essayer d'empêcher la balle parce que c'est dans ton dos. Hein, toi, tu es défenseur, tu ne vois pas la balle arriver, tu vas lever la main. Ça va être toi qui vas juger si c'est volontaire, mais à la base, quand même, il faut qu'il y ait un contact. S'il n'y a pas de contact entre notre défenseur et notre joueur offensif, il n'y aura pas une gêne de passe. Hein, il faut quand même qu'il y ait un contact. Il faut que je touche quand même le joueur. C'est noté. OK ? Oui. Mais il peut y avoir on pourrait faire une formation que sur ça parce qu'il y a des déclinaisons de la gêne de passe, c'est monstrueux. Il y a des bouquins écrits que sur ça parce que c'est assez dur à juger. Et là, ça va être une partie, surtout celle-là, qui va être en fait de votre responsabilité. C'est vous en tant qu'arbitre qui allez décider si elle est attrapable ou pas, si elle répond à toutes les clauses, s'il est vraiment gêné ou pas. Et ça, c'est vraiment de votre responsabilité. Et c'est pour ça qu'on est une équipe. Et c'est pour ça que je vous invite, quand vous voyez quelque chose comme ça, regroupez-vous en tant qu'arbitre. Vous dire, voilà ce que j'ai vu, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois qu'il le gêne, il le touche. Moi, je vois qu'elle n'est pas attrapable. Donc, OK, c'est bon, on est tous d'accord, on donne la même version. Hein, parce que le pire des cas, c'est que les arbitres eux-mêmes ne soient pas d'accord entre eux. Alors là, vous partez dans des débats compliqués. D'abord, mettez-vous d'accord entre vous. L'arbitre principal, il est là un peu pour trancher à un moment, hein, c'est lui qui va donner la règle. Mais d'abord, vous vous réunissez, vous dites ce que vous avez vu. Hein, on n'invente pas, on n'est pas là pour inventer. Moi, je pars du principe que les arbitres, c'est des gens réglo, c'est des gens qui sont honnêtes. Donc, du coup, s'ils viennent voir un arbitre et qui me dit « voilà ce que j'ai vu », OK, tu as vu ça. Maintenant, avec la règle, moi, je vais pouvoir savoir quoi appliquer comme faute. Donc, la communication, c'est très important chez nous, comme les joueurs. Hein. Comme vous, quand vous êtes joueur, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'avoir un schéma de jeu, vous allez avoir besoin d'avoir un chef d'équipe, un chef d'orchestre. Nous, en tant qu'arbitre, vous allez voir quand vous allez arbitrer, vous allez avoir besoin de la même structure. Vous avez un capitaine, mais vous, derrière, vous êtes aussi important. Hein, l'homme de ligne, il est aussi important que le receveur qui marque le touchdown. Le juge de mêlée, il est aussi important que l'arbitre principal, que le juge de chaîne. S'il y en a un qui manque ou s'il y en a un qui est endormi dans cette équipe-là, on n'y arrivera pas. Et c'est pareil dans un match. Si un joueur de l'équipe n'est pas au top, c'est toute l'équipe qui en ressort. OK ? C'est bon. C'est bon pour vous ? Mais après, on pourra en reparler si ça vous intéresse, les gènes de passe, on pourra en faire une formation spécifique sur ça, bien sûr. Ou sur les holdings ou sur des sujets qui vous intéressent, vous en tant que joueur ou en tant qu'arbitre, parce que je n'ai même pas posé la question, mais est-ce qu'il y en a qui font que arbitre? Non, je ne pense pas. Non, il n'y a pas vraiment de personnes là ce soir qui font que arbitre. Il y a des futurs arbitres, mais… D'accord. Ouais. Alors, pour ces futurs arbitres… On a déjà une arbitre avec nous. Ah c'est cool en tout cas, ça c'est bien. C'est bien. Après, voilà, on peut être souvent, on est joueur et on arbitre, donc on fait un petit peu les deux. Mais quand on est arbitre, il faut bien se dire, voilà, je fais partie d'une équipe,
j'ai mon maillot qui m'identifie comme arbitre. Le but, c'est que ça se passe bien avec mon équipe d'arbitrage, donc je vais communiquer, je vais dire ce que j'ai vu. Il y a forcément des arbitres qui sont plus compétents que moi, qui vont pouvoir me dire la règle, ou alors c'est moi qui ai la compétence et qui va pouvoir leur expliquer ce qui est admis comme pénalité. Mais dans l'ensemble, c'est qu'on n'est pas tout seul. Soyez conscients qu'on ne peut pas arbitrer un match tout seul dans son coin. Ce n'est pas possible au football américain, ça peut être possible au soccer et encore. Si on n'a pas nos arbitres de touche, c'est compliqué. Mais au football américain, c'est impossible. Et déjà, 5 arbitres, c'est peu. Hein. Au football américain, quand vous voyez la NFL, ils sont 8. En NCA, ils sont 7, voire 8 des fois. Donc, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour ça. C'est parce que c'est compliqué, ça va vite et qu'on a besoin de se concentrer sur des zones. Et on ne verra pas tout d'un point de vue. Par contre, si tous ensemble on communique, on pourra vraiment prendre la bonne décision. Et je vais continuer d'ailleurs sur un petit peu l'état d'esprit des arbitres et, si ça veut bien partir, des arbitres et notre gestion du match. Donc, là, je vais faire la psychologie de comptoir, mais c'est quand même important. C'est la raison et l'émotion. Pourquoi la raison et l'émotion? Parce que plus on va avoir l'une ou l'autre, moins on va pouvoir écouter. C'est-à-dire, si j'ai de l'émotion, si j'ai trop d'émotion, donc la colère, la frustration, l'injustice, ça, c'est le joueur qui va arriver avec son émotion. Hein, c'est normal. Lui, il se sent lésé. Il arrive, il vous dit, moi, j'ai été saisi, c'est pas normal. Et puis, il a peut-être raison, j'en sais rien. Mais il arrive avec son émotion. Et vous êtes la raison. Parce que vous êtes là pour calmer le jeu. Si vous commencez à vous énerver, là, c'est plus qu'une boule d'émotion et vous avez perdu complètement la discussion et vous avez perdu le contrôle du match. Le contrôle du match, il se situe ici, sur la raison. Et c'est à vous de réguler ça, de calmer le jeu, de l'écouter, de lui dire, écoutez, oui, on fera attention au prochain jeu, on ne l'a pas vu, parce que ce n'est pas non plus d'inventer des choses. Hein. Si on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. C'est de reconnaître que voilà, il a peut-être raison, mais qu'au prochain jeu, on va être vigilant sur telle ou telle zone. Je pense que comme si vous avez été joueur, des fois, vous êtes senti lésé. Vous êtes senti à un moment volé en vous disant « mais pourquoi l'arbitre, il n'a pas vu ça quoi ?» Il ne va pas l'inventer, l'arbitre. S'il ne le voit pas, il ne peut pas le pénaliser. Hein, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de choses à regarder en même temps. Et des fois, il suffit qu'il y en ait un des arbitres qui ne soit pas au bon endroit, au bon moment. Ça, on pourra parler des mécaniques. Forcément, il va louper des choses. Et notre joueur, il va arriver avec son émotion. Et nous, en tant qu'arbitre, notre boulot, c'est de faire descendre la température. Déjà, on dit souvent d'être le majordome. On doit avoir un ton neutre, on doit avoir un ton calme, on écoute, on donne la règle, on dit voilà, moi j'ai pénalisé ça. Maintenant, c'est bon, c'est fait. On va passer au jeu précédent, au jeu suivant, pardon. Promis, on regardera la règle. Si on n'est pas d'accord sur la règle avec, par exemple, le coach, on peut lui dire, écoutez, coach, je suis d'accord avec vous, moi, je ne l'ai pas vu. Par contre, à la mi-temps, si vous voulez, on pourra regarder le livre. Moi, voilà comment j'ai appliqué, voilà ce que j'ai vu, et on pourra en discuter à la mi-temps. Mais sur le terrain, on ne va pas couper le jeu tout le temps. Donc, vous pouvez le calmer comme ça. Mais ça va être votre travail, en fait, de gérer un petit peu. Souvent, je dis que un arbitre peut vite perdre la main d'un match si lui-même, il n'est pas capable de pouvoir gérer cette partie-là. Vous pouvez être un très bon arbitre, mais si vous ne communiquez pas, si vous amenez pas de la discussion, si vous n'amenez pas une raison, c'est un calme dans une situation, vous allez perdre vite fait le match et plus vous allez être énervé, plus les joueurs, eux, vont être énervés. Parce qu'il n'y a rien de pire de voir un arbitre en colère. Je ne pense pas que vous en ayez beaucoup vu en NFL ou en NCA. Les arbitres, ils ne sont jamais en colère. Ça serait pour nous une faute professionnelle, même si on n'est pas des professionnels, mais ça serait une faute de se mettre en colère. On n'est pas là pour ça. On est là pour appliquer des choses. Par contre, on va être en face de gens qui peuvent être, eux, en colère et frustrés, ce qui est normal, hein, je les comprends. Hein. J'ai été joueur, il n'y avait pas pire que moi sur le terrain. Je criais de partout. Mais parce que je suis joueur, je n'ai pas la même idée que l'arbitre. L'arbitre, il est là pour autre chose, pour calmer, pour maîtriser le jeu. Il est le maître d'orchestre. Donc, il est là. Si lui perd les pédales, tout le monde perd les pédales.
Des questions là-dessus? Non, c'est clair. Est-ce que vous avez eu à gérer des bagarres ou est-ce que vous avez connu des bagarres? Oui. Ouais, naturellement, Ouais. là, il faut calmer les ardeurs. Voilà. Et comment ça s'est calmé, justement? Est-ce que c'est vous qui avez calmé le jeu? Est-ce que c'est l'arbitre? Comment ça se passe? De la discussion. On essaie de calmer les noyaux. Ouais, voilà. Séparer. C'est ça, séparer les gens qui sont très énervés. Généralement, ils ne sont pas plus de 2. Hein. Les autres, après, c'est le fait de voir des gens se battre et puis ils sont de leur équipe. Donc, forcément, ils vont aller au contact. Mais c'est essayer de séparer ceux qui sont vraiment dans l'énervement. Après, si vous n'êtes pas équipé, hein, je vous le rappelle, eux, ils sont équipés. Donc, vous ne mettez pas en danger non plus. Si vous voyez que ça part en bagarre, bah, vous vous écartez. Hein, vous écartez du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux arbitres là? Imaginons, il y a une bagarre. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant qu'arbitre? Déjà, je pense indexer les coachs et les capitaines. Ouais, d'accord. Ouais, tu vas appeler les coachs et les capitaines pour leur dire calmez le jeu, les gars. C'est possible avant que ça dégénère déjà. Alors, on sent toujours quand la tension commence à monter. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En effet, le sentiment de tension qui monte. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, hein, qui n'est pas dans les règles, c'est quand vous sentez qu'il y a une tension, lancez vite vos jeux. C'est-à-dire balle prête à jouer, deuxième et 10. Vous balancez vite vos jeux parce que en fait, les coachs ou les joueurs, eux, si vous leur laissez du temps entre les jeux, entre le moment où la fin du jeu est terminée et où va reprendre le prochain, plus ce temps-là est long, plus ils auront le temps de s'énerver, de s'agiter, de se poser des questions et de venir vous embêter. Moins ce temps-là est court, enfin plus ce temps-là est court, pardon, moins ils auront le temps de s'énerver. Donc du coup, si vous lancez rapidement vos jeux, et là c'est de la communication avec les arbitres, hein, dire je pose la balle, hop, première et 10. Là le joueur, il sait que déjà le chrono il est lancé. Donc il ne va pas venir discuter parce qu'il va perdre du temps pour jouer. Donc ça, c'est un petit conseil, une petite astuce. Si vous sentez que vous perdez, que le match commence à devenir tendu, eh ben, arbitrez beaucoup, enfin, ce n'est pas arbitrer plus rapidement, mais mettez en jeu plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein, c'est une petite technique qui marche assez bien et comme ça, après, on peut calmer. Alors, il y a autre chose. Hein. S'il y a des bagarres, il y a pénalité aussi. Hein. Ça existe, hein, les conduites non sportives, tout ça. Donc, on va aussi noter les numéros des gens qui se bagarrent. On va noter tout ça. Parce que, quand même, derrière, il y a des sanctions. On ne peut pas laisser l'image du sport pâtir de bagarres. Hein. Donc, vous, en tant qu'arbitre, vous allez noter aussi les joueurs qui se bagarrent. Les numéros. On enlève la casquette quand on éjecte quelqu'un du terrain. Alors, la casquette, c'est quand tu n'as plus de flag. En fait, si tu as des flags encore, tu peux lancer des flags. La casquette, elle sert, en fait, si on n'a plus de flag sur nous. C'est notre troisième flag, parce que souvent, on en a 2. On a toujours un de secours. Mais la casquette, elle peut être lancée si on n'a plus de flag à lancer. Donc, sur une bagarre, c'est vrai que des fois, tu as dû voir des matchs où il y a plusieurs joueurs qui se bagarrent. Ben, hop, on a l'arbitre qui lance un flag, l'autre un autre. Et puis, à la fin, le dernier, il lance une casquette parce qu'il n'a plus que ça à lancer, quoi. Mais c'est ça. OK? Hein, donc, pensez à ça. Pensez aussi à bien noter parce que ça peut durer une bagarre si vous perdez le contrôle du match. Notez quelle zone vous êtes, donc quelle tenue vous êtes, à quel endroit vous êtes, hein, pour faire repartir l'action après. Hein. Parce que si ça part en pugilat, que vous n'avez pas noté les endroits, que vous ne savez plus où vous en êtes, vous, en tant qu'arbitre, équipe d'arbitrage, ben vous n'allez pas savoir remettre le jeu en place. Bon, là, je vous parle d'une situation que j'espère que vous n'aurez jamais. Hein, c'est la situation où il y a une bagarre générale. Mais souvent, la plupart du temps, c'est entre 2 individus, 2 ou 3 individus, pas plus. OK, des questions, une expérience ou quelque chose? Ou ça vous paraît clair? Moi, c'est bon, en tout cas. C'est bon? Pareillement, tout est clair. Bon, ben, nickel. Les autres, si vous avez des questions? N'hésitez pas, parce que justement, on en arrive aux questions. Moi, j'ai fini un petit peu mon speech. Non, regardez. Oui, allô? Oui, je disais, c'est bon, c'est clair.
C'est clair pour toi? Voilà, toi, tu es arbitre, Oui. c'est ça, hein? Oui. D'accord, ok. Donc, tu as déjà arbitré plusieurs matchs? 3 ou 4 à peu près. Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Comment tu t'es jugé, Oh. toi? Bon, pour le premier match, c'était un peu difficile, mais par la suite, ça va. Oui, alors ce que tu as dit, c'est très bien, c'est que en fait, plus on va arbitrer, plus on va devenir bon en arbitrage. On apprend tous les jours, hein. Tous les matchs, moi j'apprends parce qu'il y a des situations que je ne connaissais pas, que je n'avais pas lues ou que je n'avais jamais vécues, donc j'ai appris. Et plus on va avoir de matchs, même des matchs amicaux ou quoi que ce soit, plus on va apprendre. Il n'y a que sur le terrain, en fait. On ne fait pas aujourd'hui de vous des arbitres, hein, j'en ai pas la prétention. Le seul moment où ça fera de vous des arbitres, c'est le jour où vous irez sur un terrain et que vous allez vous confronter à arbitrer. Et c'est là qu'on apprend. Donc, moi, je vous conseille, c'est d'arbitrer. Plus vous arbitrez, plus vous allez prendre de l'expérience. Mais finalement, c'est le même discours avec un joueur, hein. Plus le joueur il va jouer, mieux il sera sur le terrain, plus il sera à l'aise. C'est évident. Donc, c'est la même philosophie, hein. On ne devient pas arbitre dans les livres, on ne devient pas arbitre sur des PowerPoint, là, sur des présentations. Par contre, on prend de la compétence, on prend de la connaissance, mais la pratique, c'est la seule chose qui vous fera évoluer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous, au Maroc, vous pouvez rejouer. Nous, on ne rejoue pas depuis un moment. Donc, je ne sais pas, vous rejouez ou pas? Pour le moment, c'est que les entraînements, mis à part s'il y a des équipes qui ont des matchs amicaux. Ah d'accord, donc les matchs amicaux sont autorisés. Oui. Ok. Et on va essayer de planifier des matchs ou même des simulations de matchs pour aider les arbitres à prendre de l'expérience rapidement. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Même si pendant les entraînements, là, ça, je vous le conseille à tous, surtout pour les arbitres, c'est d'assister aux entraînements, de regarder des phases de jeu. Alors, une phase de jeu de mêlée, une phase de coup de pied, une phase de tout. Et puis d'assister aux entraînements. Alors, ça va aider les joueurs, parce que les joueurs, des fois, ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en faute, hein. Ils ne le font pas volontairement. Ça va aider leurs joueurs. Et puis, ça va aider l'arbitre en voyant des situations qui pourra, le jour du match, pas être perdu, quoi. Il n'y a rien de pire que se retrouver dans une situation où on n'a jamais vu, on n'a jamais lu cette situation-là. Parce que là, on ne sait pas comment l'analyser. Alors, heureusement, on est nombreux sur le terrain, mais si on se retrouve tout seul à prendre la décision, ce n'est pas facile, là. Donc, plus on aura d'expérience, plus arbitrer, on sera à l'aise et plus on prendra du plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein. Moi, je suis le premier à le dire, hein. Arbitre, c'est un plaisir aussi, ce n'est pas une obligation. On peut prendre du plaisir en tant qu'arbitre, mais on en prend quand on commence à être à l'aise sur le terrain. Et ça vient en pratiquant. D'autres questions? On a un petit quart d'heure. Pas de questions particulières. Moi, je suis de Côte d'Ivoire. Je suis d'ailleurs head coach et président de la fédération. Et pas une question en tant que telle, mais lorsque, par exemple, un arbitre s'est rendu compte qu'il a fait une boulette. Je prends un exemple. Oui. On avait un match et donc, évidemment, sur les phases de kick-off, parfois, les gens sont un peu perdus. On avait des arbitres venus du Nigeria qui étaient venus nous aider dans ce match national. Et sur un kick-off, le joueur de l'équipe un des joueurs de l'équipe qui a kické le ballon a récupéré le ballon. Et l'arbitre, les gens étaient tellement surpris qu'il a redonné la possession à l'autre équipe. Okay. Et donc, les joueurs sont énervés en disant « Mais non, mais on a récupéré le ballon parce que ils n'ont pas été assez rapides. Donc, normalement, c'est first down pour nous, premier down pour nous. Ouais. » Et l'arbitre s'est rendu compte qu'il avait fait une boulette. Mais le problème, c'est que comme il avait déjà appelé first down pour l'autre, il ne voulait pas se déjuger. Oui. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce que l'arbitre peut faire pour justement ne pas que les esprits s'enveniment? Je comprends. Et je comprends que l'énervement du coach, etc. Là, ça arrive de se tromper, on est tous humains. C'est de réunir les coachs et dire, écoutez, coach, là, on n'est pas sûr, on s'est trompé. On pense qu'on s'est trompé sur cette décision-là. Par contre, en effet, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que la balle elle est posée, que l'arbitre a dit balle prête à jouer ou qu'a dit première et 10, on ne peut plus revenir en arrière. Le jeu, il est figé. Par contre, c'est reconnaître ses erreurs. On est humain. Le but, c'est que l'arbitre aille voir les coachs et dire voilà, je me suis trompé. Maintenant, j'ai compris.
Voilà, j'ai relu la règle ou je me suis souvenu de la règle, j'ai compris. Les prochains jeux, je ne me ferai pas avoir. Je ferai attention. Mais je me suis trompé. Et le mieux, c'est de reconnaître, je pense. Le premier point, c'est pas de se renfermer dans son truc et puis de dire bon bah on verra, ouais, non, je suis pas d'accord avec vous. C'est de reconnaître qu'on s'est trompé. Mais en effet, je comprends la frustration. Tu peux perdre un match avec des décisions comme ça. Mais l'arbitre, une fois qu'il a posé la balle, avant qu'il ait posé la balle et qu'il ait donné le premier et 10, on peut toujours revenir. Là, c'est au coach aussi à demander un temps mort, peut-être de venir discuter avec l'arbitre. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que les arbitres qui n'ont pas énormément d'expérience, avant le match, discutent avec le coach en disant, ben voilà, nous, on est une jeune équipe d'arbitres, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, n'hésitez pas à nous interpeller. Donc, du coup, tu peux discuter aussi. Et puis, avant de prendre une décision, donc là, la première et 10, c'est d'avoir consulté les coachs. Donc, s'ils s'aperçoivent qu'ils ont des faiblesses comme ça, ils ne vont pas le faire à tous les jeux, hein, mais c'est de renforcer la discussion avec vous, les deux coachs. Donc, quand tu prends une décision comme ça, par contre, tu appelles les deux coachs pour pas qu'il y en ait un qui se sente lésé par rapport à l'autre. Bien reçu. Bien reçu. Alors, bien compris. Ça ne change pas la situation de ton match, hein, mais, bien évidemment. Mais oui, voilà. Bien évidemment. Par contre, il y a une chose qu'on ne fera pas, parce que la règle le dit bien, c'est que s'il y a une décision qui est prise qui est mauvaise et qu'on l'a reconnue comme mauvaise, on ne va pas la reproduire sur tout le match. Hein. On a compris qu'elle est mauvaise, tant pis, il y a une équipe qui a été lésée. Mais sur la prochaine action, on fera en sorte qu'on respecte la règle. On ne va pas dire, puisque j'ai dit ça à tel moment du jeu, ça sera la même chose, même si c'est faux, à un autre moment du jeu. Ok, bien pris. J'ai déjà eu le cas où on me dit, ouais, mais vous avez donné 10 yards sur, je sais pas, un false start, j'ai donné 10 yards. Alors le coup d'après, nous, on fait la même faute, donc, les autres font la même faute, donc ils ont le droit à 10 yards. Non, c'est 5, tant pis, je me suis trompé. Avant, je l'ai reconnu, mea culpa. Maintenant, c'est la pénalité qui est officielle dans le bouquin des règles, quoi. C'est 5. Voilà. D'accord, bien pris. D'autres questions? Oui. J'ai entendu un oui. Non? Alors, moi, j'en ai peut-être une question. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la formation, honnêtement, de l'information? Et est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez vu plus développés ou moins développés, des choses que vous trouvez lourdes, pas utiles, ou des choses où la formation vous convient comme elle est, pour des débutants ou même pas des débutants, hein, pour tout le monde? Je vous écoute. Là, c'est la critique, surtout envers moi. De ma part, la formation, elle est bien. Reste quelques règles à voir de plus en plus dans détail, parce qu'au football américain, il y a plein de détails et il y a plein de points à connaître. Mais pour une formation débutant et pour parler basiquement un peu de tout, moi, personnellement, je suis satisfait. OK. D'autres personnes? Moi, c'est bon, j'ai pris ça en cours, malheureusement. Mais je pense que c'était assez clair. Ça veut dire que même une personne qui connaît déjà, c'est un bon rappel. Une personne qui ne connaît pas, c'est assez facile à suivre. Évidemment, les vidéos étaient un peu problématiques à cause du réseau. Mais sinon, je pense que dans l'ensemble, c'est très bien, je pense. D'accord, OK. Comme j'ai dit, hein, c'était une formation pour débutants, pour un petit peu aborder tous les sujets. Et après, avec Mohamed, on verra s'il y a des sujets plus particuliers de la règle. Et dans ce cas-là, on fera une formation vraiment sur cette partie-là. Oui, bien sûr. Agrémenter alors de vidéos si on peut. Sinon, j'enverrai les vidéos à Ahmed et puis à Mohamed par contre, et puis peut-être qu'on améliorera la fluidité. Mais c'est bien l'idée, voilà, c'est de faire générique pour pouvoir après faire du spécifique et pouvoir répondre à votre attente à vous. Je voulais justement vous remercier pour votre temps accordé et pour la formation que vous m'avez fait. Merci à vous de m'avoir supporté. Et puis, c'est pas utile de faire des formations trop longues non plus, parce qu'après, ça part dans tous les sens. Il vaut mieux recentrer. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon ramadan. Hein. Bon courage. Merci beaucoup. Merci.
Et puis, on verra avec Mohamed donc, pour faire d'autres… À très, très bientôt. À très bientôt, voilà, pour faire Ouais, d'autres ouais, formations. exactement. Et sur certains sujets, voilà. Après, voyez avec Mohamed si vous voulez vraiment voir des choses particulières développées. Moi, il me refera remonter. Et puis, du coup, on personnalisera un petit peu plus les formations. En tout cas, moi, je vous remercie en tout cas parce que c'était… Merci beaucoup. Cool de parler très sympa. américain. Eh ben, c'est super en tout cas de mon côté aussi parce que j'ai moi, une j'aime bien. dernière question. Ouais. Bon, ma question est la suivante. Là, on sait que à cause du confinement et Covid, etc., est-ce que la Fédération française prend des formations en ligne encore? Alors, en ligne, c'est toujours accessible pour moi, la formation en ligne. En tout cas, tu parles d'arbitre ou tu parles de quoi? Non, pour pouvoir avoir un diplôme et arbitrer dans un club. À arbitrer. Alors, de toute façon, il y a des formations en ligne, mais les formations en ligne doivent être validées après en salle. Moi, je suis formateur aussi. C'est-à-dire que même si il y a une partie en ligne, il y a une partie qui est en présentiel automatiquement. D'accord. Donc, on vous fait en fait faire une partie avec des petits quiz, des petits trucs comme ça, comme j'ai fait ce soir, et puis un petit quiz. Mais à l'issue, derrière, il faut vous retrouver en salle pour pouvoir valider sur une demi-journée. Et ça, pour l'instant, actuellement, oui, c'est plus possible. Mais de toute façon, les formations se passent généralement de septembre à, on va dire, fin novembre, début décembre. En France, les formations se situent là au niveau des arbitres. Donc, on forme les arbitres à cette période-là parce qu'il n'y a pas de match, parce qu'on a du temps, que les arbitres, les formateurs, ils sont pris pour être arbitres sur les matchs. Donc, du coup, c'est une période qu'ils ont un peu de calme. Donc, ils prennent cette truc-là. Mais moi, je suis confiant. Je pense qu'à la rentrée, on pourra refaire des formations, même si elles sont adaptées. D'accord. Okay. Et ça coûte à peu près combien de… Après, alors c'est difficile de parler d'argent parce que la fédération, pour la partie en ligne, elle ne vous demande rien du tout. Et après, c'est les ligues qui déterminent le prix des formations en présentiel. Donc, du coup, ça dépend de la région. D'accord. Donc, ça, je ne peux pas répondre. D'accord, merci. Puis, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Moi, on me demande de former, je forme. Après, l'argent. L'arbitre, il n'entend pas l'histoire d'argent. Et vous êtes situé où exactement? Alors, moi, je suis dans la Nièvre, pour vous dire, dans le centre de la France, on va dire. D'accord. Voilà. Et j'arbitre plutôt sur Paris. Ok. Voilà. Bon, écoutez, je vais Paris, souhaiter… Pardon? À Paris, la plupart des clubs, ils sont là-bas. Alors, il y a beaucoup de clubs à Paris, c'est vrai, mais les pas premiers, là. comme les Flash. Oui, le Flash, c'est le club important français. Mais il y a Thonon-les-Bains avec les Black Panthers, qui est aussi important. On a aussi dans le sud les Stars, les Argos. Donc, ce que je veux dire, les Dauphins, les Dauphins, ouais. Et, les Ours de Toulouse. Les Ours de Toulouse. Je veux dire, il y a des équipes quand même maintenant en France, un peu partout. Les Kangourous à Pessac, donc, maintenant ils ne sont plus à Pessac, mais à Bordeaux. Il y a des grandes équipes un peu partout en France. Mais c'est vrai que Paris, c'est normal, historiquement parlant, les premières équipes, elles ont commencé là. Donc, les plus grosses équipes sont… les grosses équipes sont à Paris, mais pas toutes. Pas toutes. Heureusement, ça vous permet d'arbitrer un petit peu partout en France. Et vous, au Maroc, il y a combien d'équipes déjà? Parce que je ne sais pas. Je laisse… Ici au Maroc, il y en a actuellement dans les 14 à 15 clubs répartis. C'est bien. Disons la moitié sur Rabat et l'autre moitié répartie sur d'autres villes au Maroc. C'est bien déjà, 15 clubs. Bien, ça avance. C'est bien. Ça avance bien en tout cas. Ok, au plaisir alors. Je vais vous laisser tranquille. Au plaisir et puis merci encore. Merci beaucoup Fred. Et bonne soirée. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Bonne fin de week-end. Merci.